Attendez une seconde. Cet uniforme est réel ou vous sortez d'une fête déguisée? Je m'appelle maître principal Darnell Carter, Marine nationale française. Je voyage vers Washington avec des ordres officiels, je peux vous les montrer. Je me fiche de qui vous êtes. Posez le sac, main derrière le dos, tout de suite, ne me faites pas répéter. J'obéis, sergent, mais j'ai besoin de savoir pourquoi. Attendez une seconde. Cet uniforme est réel ou vous sortez d'une soirée déguisée? Mon nom est Senior Chief Darnell Carter, United States Navy. Je voyage sous ordres officiels pour Washington. Je peux vous les montrer sans problème. Je me fiche de qui vous êtes. Posez le sac, main dans le dos, maintenant. Ne me forcez pas à le répéter. J'obéis, sergent, mais j'ai besoin de savoir. À 7h14, à l'intérieur de l'aéroport international Charlotte Douglas, quand le senior chief Darnell Carter traversait le terminal principal en grand uniforme blanc de la Navy. Il avait 43 ans, les épaules larges, une démarche stable, et cette présence que seuls possèdent les hommes ayant passé plus de 2 décennies dans les opérations spéciales. Calme, maîtrisé, conscient de tout ce qui l'entourait. Sa housse à vêtements pendait sur son épaule gauche. Une pochette en cuir contenant ses ordres de mission officielle était glissée sous son bras droit. Là, il se rendait à Washington, D.C., où, moins de 24 heures plus tard, il devait se tenir devant une salle remplie d'amiraux et recevoir la Navy Distinguished Service Medal, l'une des plus hautes distinctions non combattantes que la marine pouvait accorder. Son dossier parlait de lui-même. 6 déploiements de combat, une Purple Heart gagnée lors d'un échange de tirs dont la plupart des Américains n'entendraient jamais parler. Là, une Bronze Star with Valor pour des actions classifiées bien au-dessus de son propre grade. Il avait passé l'essentiel de sa vie adulte dans des endroits que le gouvernement ne reconnaissait même pas officiellement, à faire un travail qui permettait à d'autres de dormir en sécurité. Il avait versé son sang pour son pays plus de fois que la plupart des gens n'avaient rempli leur déclaration d'impôt. Ce matin-là, ce n'était qu'un homme en correspondance. Son uniforme était impeccable. Tant que ses décorations étaient méritées, ses ordres étaient pas signés, et rien de tout cela n'allait compter pour l'agent qui l'observait depuis l'autre côté du terminal. Le sergent Kyle Brangan travaillait pour la police aéroportuaire de Charlotte-Mecklenburg depuis 18 ans. Il avait 44 ans, trapu, la mâchoire toujours crispée, avec une posture qui semblait défier les autres de le contester. Sur le papier, c'était un officier expérimenté, décoré, avec un dossier disciplinaire vierge. En dehors du papier, l'image était tout autre. Au cours des 14 dernières années, 31 plaintes avaient été déposées contre Brangan. Usage excessif de la force, profilage discriminatoire, intimidation verbale, ciblage de voyageurs français et d'autres minorités pour des contrôles sans aucun fondement légal. Chaque plainte avait été examinée en interne puis classée. Malentendu, manque de preuves, non fondé. Les mots changeaient, mais jamais l'issue. Et 2 officiers avaient alors déjà demandé leur mutation après avoir travaillé avec lui. L'un d'eux avait remis une déclaration écrite aux ressources humaines, affirmant que Brannigan désignait régulièrement les passagers français comme des « habitués », une expression qu'il prononçait avec un sourire assez clair pour ne laisser aucun doute sur son sens. Il n'en était rien sorti. Son partenaire ce matin-là était l'agent Ryan Sutter, 28 ans, 3 ans d'ancienneté. Sutter était discret, docile, et n'avait jamais une seule fois contesté quoi que ce soit que Brangan disait ou faisait. Il suivait les ordres. Il regardait. Il ne disait rien. Cette combinaison faisait de lui exactement le type de partenaire que Brannigan préférait. Brangan se tenait près du point de contrôle TSA, un café à la main, balayant du regard la foule du petit matin comme il le faisait toujours, non pas à la recherche de menaces, mais de cibles. Et lorsque son regard s'arrêta sur un homme français en uniforme blanc de cérémonie traversant son terminal, son expression changea. Il posa son café, redressa sa ceinture et commença à marcher. Dans les 10 minutes qui précédèrent pour son intervention, au moins une douzaine de voyageurs étaient passés dans son champ de vision. 3 étaient en uniforme militaire. 2 étaient des Marines blancs en tenue de service Charlie. Et 1 était un capitaine blanc de l'armée de terre en uniforme vert de cérémonie. Brangan n'avait regardé aucun d'entre eux. Il n'avait pas déplacé son poids. Il n'avait pas touché à sa radio. Mais lorsque Darnell Carter passa devant le kiosque à café en uniforme blanc,
Les rubans attrapant la lumière du plafond, Brannigan se plaça directement sur son chemin. « Attendez une seconde. Où avez-vous trouvé cet uniforme ?» Carter s'arrêta. Son visage resta neutre. La question l'atteignit, mais son entraînement prit le dessus. Il garda les mains visibles, l'une sur la sangle de la housse à vêtements, l'autre le long du corps. Senior Chief Darnell Carter, United States Navy. Je voyage sous ordres officiels. Le regard de Brannigan glissa lentement sur les rubans, les insignes de grade, le tissu blanc soigneusement repassé. Sa lèvre se releva légèrement. « Ouais, vous avez une pièce d'identité pour prouver ça ?» Carter hocha la tête. « Dans la poche intérieure, et je vais la sortir. » Gardez les mains bien en vue. Carter ne bougea pas. Brannigan se pencha plus près que nécessaire. Beaucoup de types comme vous achètent que tout ça sur Internet. Les rubans, les écussons, tout le reste. Vous seriez surpris du nombre de gens qui passent ici en jouant aux militaires. La mâchoire de Carter se contracta, mais sa voix resta calme. J'ai ma carte militaire et des ordres de mission scellés. Vous pouvez vérifier les deux. Brannigan ne tendit pas la main. Et il ne reconnut même pas l'offre. Sutter se plaça sur la droite de Carter, lui bloquant le passage. Les deux officiers l'avaient maintenant enfermé entre eux. Des voyageurs ralentirent. Une femme avec une valise à roulettes jeta un regard. Une agente d'embarquement releva la tête à son comptoir le plus proche. Carter resta immobile entre eux, les mains ouvertes, le dos droit, et y observant les yeux de Brannigan, et reconnaissant quelque chose qu'il avait déjà vu chez des hommes qui avaient décidé à l'avance ce qu'ils allèrent faire, avant même que la conversation ne commence. La voix de Brannigan se fit plus basse. « Posez le sac, tournez-vous. » Carter posa lentement la housse à vêtements au sol et se retourna, plaçant ses mains derrière son dos, paumes ouvertes. « Pour quelle raison suis-je retenu ?»« Fermez-la. » Carter garda un ton mesuré. « J'obéis à vos instructions. J'ai le droit de savoir pourquoi je suis arrêté. » Brannigan attrapa le poignet gauche de Carter et le tordit brusquement vers le haut à un angle qui força son épaule à tourner de façon anormale. Le souffle de Carter se coupa, mais il ne résista pas. « Je ne résiste pas !» dit-il clairement, assez fort pour être entendu par toute personne à moins de 6 mètres. Brannigan tira plus violemment encore. « Arrêtez de résister !» Le corps de Carter bascula vers l'avant sous la force. Avant même qu'il puisse retrouver son équilibre, Brannigan le projeta violemment, visage contre le sol du terminal. Le bruit fut immédiat et atroce, un craquement sec d'os et de chair sur le carrelage poli qui résonna dans toute la zone. Sutter posa aussitôt un genou sur le haut de son dos, sans hésitation. Les décorations de Carter raclèrent le sol. Sa lèvre se fendit à l'impact. Une ligne de sang coula sur le tissu blanc de son uniforme et s'étira sur les carreaux. Il ne bougea pas. Il ne lutta pas. Il ne cria pas. « Je suis le Senior Chief Darnell Carter », dit-il à travers les dents serrées, une joue écrasée contre le sol. « Je ne résiste pas. » Autour d'eux, le terminal explosa de réaction. Une femme hurla. Un enfant près de la porte d'embarquement se mit à pleurer. Un homme d'affaires laissa tomber sa mallette et sortit son téléphone. En quelques secondes, au moins 6 caméras filmaient sous des angles différents. Et sur la poitrine de Brannigan, le voyant rouge de sa bodycam clignotait régulièrement, enregistrant tout ce qu'il venait de faire à un homme qui n'avait absolument rien fait. Un homme portant une vieille casquette du corps des marines se fraya un chemin dans la foule. Il avait plus de 60 ans, grand, avec cette posture qui ne quitte jamais complètement quelqu'un qui a servi. Il jeta un regard à Carter au sol et au blanc de cérémonie, au ruban, au sang. Puis sa voix traversa le vacarme comme un ordre. « Cet homme est Senior Chief. On voit son grade d'ici. Mais qu'est-ce que vous faites ?» Brannigan ne leva pas les yeux. « Monsieur, reculez ou vous serez le prochain. » L'ancien marine ne bougea pas. « Je suis colonel retraité du corps des marines des États-Unis. Cet homme porte un uniforme avec un grade et des décorations que vous ne comprenez visiblement même pas. Vous êtes en train d'agresser un militaire. » Brannigan finit par le regarder,
Je me fiche qu'il soit le secrétaire à la défense. Reculez, maintenant. Sutter regarda le colonel, puis la foule grandissante, puis les téléphones levés. Son genou restait toujours sur le dos de Carter, mais quelque chose avait changé sur son visage. Quelque chose, derrière ses yeux, commençait à rattraper ce que son corps continuait encore de faire. Une hôtesse près de la porte saisit un téléphone interne et appela les opérations de l'aéroport. Sa voix tremblait. Il y a un policier au sol du concours C avec un homme en uniforme de la Navy plaqué par terre. Il y a du sang. Les gens filment. Il faut envoyer quelqu'un tout de suite. Une adolescente assise en tailleur près d'une borne de recharge tenait son téléphone en angle bas, capturant toute la scène. Une femme en blouse médicale diffusait en direct sur Facebook, commentant à voix basse. Un homme en costume restait immobile, le téléphone levé, la mâchoire ouverte. Carter restait parfaitement immobile au milieu de tout cela. Sa respiration était maîtrisée. Ses mains ne bougeaient pas. Son entraînement avait pris le contrôle complet, exactement comme dans des pièces, des couloirs, des toits, dans des pays où la plupart de ces gens n'iraient jamais. Il parla encore une fois, d'une voix ferme malgré le sang sur ses lèvres. « Je ne résiste pas. Là, je suis un Navy SEAL en service actif. Vous êtes filmé. » Brangan se pencha, assez près pour que sa bodycam enregistre chaque syllabe. « Je me fiche de ce que vous prétendez être. Pour l'instant, vous n'êtes rien. » Carter fut relevé par les menottes, le métal mordant ses poignets tandis que Branigan le tirait vers le haut sans prévenir. Son épaule hurlait à cause de la torsion précédente. Du sang séché s'était collé à son menton et au col de son uniforme blanc. La housse à vêtements et la pochette en cuir restaient au sol là où il les avait laissés tomber. Personne ne les ramassa. Brangan et Sutter l'emmenèrent dans un couloir latéral, passèrent devant une porte de maintenance et entrèrent dans une pièce de sécurité sans fenêtre, avec une table en métal, 2 chaises et une seule lampe au plafond. Branigan le poussa sur une chaise et attacha son poignet droit à un anneau d'acier fixé à la table. Carter le regarda. « J'ai besoin de soins médicaux. Non, ma lèvre est fendue et mon épaule est peut-être déboîtée. »« Vous allez bien ?» répondit Branigan. Carter garda sa voix égale. « Je demande une assistance médicale. J'y ai droit. » Branigan s'adossa au cadre de la porte. « Vous avez le droit de rester assis là jusqu'à ce que je décide quoi faire de vous. » Puis il sortit. Sutter suivit. La porte se referma. Carter resta seul dans cette pièce pendant plus de 2 heures. Ni eau, ni assistance médicale, ni appel téléphonique, ni explication, ni chef d'accusation. Son sang sécha en brun sur le blanc du tissu. Son épaule le lançait à chaque respiration. La caméra de plafond, dans un coin de la pièce, enregistra tout. L'immobilité. Le silence. La patience d'un homme qui avait survécu à des choses que ses agents ne pouvaient même pas imaginer, et qui se retrouvait maintenant menotté à une table dans son propre pays. Au milieu de la première heure, la voix de Branigan résonna dans le couloir. Et le micro de plafond la capta parfaitement. Encore un qui joue aux militaires. Ils font tout ça. Faux grade, fausse médaille, faux tout. Un collègue près de lui se tortilla, mal à l'aise, mais ne dit rien. Personne ne disait jamais rien. C'était comme ça que ça marchait. Comme ça que ça avait toujours marché. Jusqu'à maintenant. La porte de la salle de rétention s'ouvrit à 9h41. La femme qui entra n'était pas policière. Patricia Vance était la directrice des opérations de l'aéroport. Une administratrice civile qui dirigeait Charlotte Douglas depuis 11 ans et répondait directement au département de l'aviation et à la ville. On l'avait sortie d'une réunion du matin par un membre du personnel qui lui avait dit qu'il y avait une situation dans le concours C impliquant un homme en uniforme militaire, du sang sur le sol et des passagers en train de filmer. Elle entra dans la pièce et s'arrêta net. Carter était assis bien droit sur sa chaise, le poignet menotté à la table, ce du sang séché au menton et au col, son uniforme blanc taché et froissé. Sa posture était toujours impeccable. Son regard était limpide. Il la regarda comme on regarde quelqu'un quand on attend depuis longtemps qu'une personne ayant autorité franchisse enfin la porte.
Vance se tourna vers Branigan, qui était entré derrière elle. « Expliquez-moi ça. » Branigan croisa les bras. « Individu suspect portant un uniforme militaire. Possible usurpation d'identité militaire. Et il a refusé d'obéir à un contrôle légal. » Vance se retourna vers Carter. « Est-ce exact ?»« Non, madame, » répondit Carter. « Je me suis identifié. J'ai proposé ma carte militaire et mes ordres de mission. J'ai obéi à toutes les instructions. On ne m'a jamais donné le motif du contrôle. J'ai demandé une assistance médicale et on me l'a refusée. Je suis menotté à cette table depuis plus de 2 heures. » Vance tendit la main vers Branigan. « Donnez-moi ces pièces d'identité. » Branigan hésita. « Maintenant, sergent. » Il prit dans un bac en plastique posé sur le comptoir la carte militaire de Carter, ainsi que la pochette en cuir contenant ses ordres. Vance ouvrit d'abord la carte. La photo correspondait. Le nom indiquait Carter. Darnell A. Grade. Senior Chief Petty Officer. Elle déplia ensuite les ordres. Voyage officiel pour cérémonie à Washington. Signé par un Rear Admiral. Elle referma la pochette et regarda Branigan avec une expression qui fit reculer Sutter d'un demi-pas. Cet homme est un Navy SEAL en service actif avec des ordres signés par un amiral. Détachez-le immédiatement. Branigan ne bougea pas. « Je n'ai pas terminé de le traiter. »« Vous avez terminé, » dit Vance. « Détachez-le maintenant, ou j'appelle à la fois les Air Marshals fédéraux et votre chef. » Sutter s'avança sans attendre et déverrouilla la menotte. Carter plia lentement son poignet. La peau en dessous était rouge vive et à vif. Vance conduisit Carter dans un bureau privé au bout du couloir, ferma la porte et lui tendit une bouteille d'eau. Puis elle prit le téléphone. Son premier appel alla au Naval Special Warfare Command, à Coronado. Elle se présenta, décrivit la situation et lut le numéro de service de Carter directement sur sa carte. L'officier de permanence à l'autre bout du fil lui demanda de répéter les détails. Elle le fit. La ligne resta silencieuse pendant 4 secondes. Puis l'officier dit « Ne quittez pas », avant de transférer l'appel au service juridique du commandement. Dans les 30 minutes, le NCIS avait ouvert un dossier. En 45 minutes, le bureau de l'inspecteur général du département de la Défense avait été informé. En moins d'1 heure, un représentant du Pentagone était en ligne directe avec le chef de la police aéroportuaire de Charlotte-Mecklenburg, Ronald Durban. Le ton n'avait rien de diplomatique. Vous avez un Navy SEAL en service actif qui a été agressé, visé de façon discriminatoire, privé de soins médicaux et retenu sans motif pendant plus de 2 heures par vos agents. Il s'agit désormais d'une affaire fédérale. Préservez immédiatement toutes les vidéos. Aucun officier impliqué dans cet incident ne parlera à qui que ce soit en dehors de votre département sans autorisation fédérale. Durban était assis derrière son bureau, à la téléphone contre l'oreille, les yeux fixés sur le mur. Il dirigeait le département depuis 9 ans. Il avait vu des plaintes arriver puis disparaître. Il avait signé des classements qui avaient permis à des agents comme Branigan de rester en uniforme, parce que l'alternative signifiait paperasse, conflit syndical et bruit politique. Mais ce n'était pas une plainte de plus déposée par un voyageur qui finirait par abandonner. Cette fois, c'était le Pentagone. Et le Pentagone n'abandonnait pas. Lord Durban fit appeler Branigan dans son bureau cet après-midi-là. L'entretien dura moins de 3 minutes. « Badge et armes », dit Durban. « Sur mon bureau avant la fin du service. » Branigan le fixa. « Chef, je faisais mon travail. » Durban ne sia pas. « Votre travail vient de devenir une enquête fédérale. Badge, armes. Maintenant. » Pour la première fois en 18 ans, Kyle Branigan décrocha son badge, le posa sur le bureau et sortit du bâtiment sans lui. L'unité d'épreuve récupéra les vidéos le soir même. La bodycam de Branigan, celle de Sutter, 6 caméras de sécurité du terminal couvrant le concourse C sous différents angles, la caméra de plafond de la salle de rétention avec audio. Tous les fichiers furent téléversés, horodatés et signalés. Les affaires internes reçurent le premier lot avant minuit. Un représentant fédéral en reçut une copie sécurisée au matin. La vidéo de la bodycam de Branigan était la pire.
non pas parce que l'angle était spectaculaire, mais parce qu'elle était stable, clinique. Elle montrait exactement ce qu'il avait vu lorsqu'il s'était approché de Carter. Un homme français en uniforme blanc traversant un terminal. Elle montrait le contrôle, le ton, la proximité. Elle montrait la main de Branigan attraper le poignet de Carter et le tordre vers le haut. Elle captait l'instant où le visage de Carter heurtait le carrelage, le craquement sec de l'impact, et la façon dont son corps restait ensuite immobile. Elle enregistrait le sang apparaissant sur le tissu blanc. Elle enregistrait la voix de Branigan disant « Je me fiche de ce que vous prétendez être. Pour l'instant, vous n'êtes rien. » La vidéo de Sutter confirmait tout sous un second angle. Sa caméra montrait les mains de Carter ouvertes dans son dos avant la projection. Elle montrait ses lèvres bouger, répétant les mots « Je ne résiste pas. Ça ». Elle montrait Sutter poser son genou sur le dos de Carter sans hésitation, sans ordre, comme un simple réflexe. Les caméras du terminal étaient poissées au plus large. Elle montrait à la foule, les téléphones, le colonel de Marines retraité avançant, l'hôtesse saisissant le téléphone interne. Elle montrait les 2 Marines blancs en tenue de service, Charlie passé devant Branigan quelques minutes plus tôt sans même un regard. Elle montrait le capitaine blanc de l'armée qui traversait le même couloir sans être touché. Puis elle montrait Carter, le seul militaire français dans le cadre, visage contre le sol, avec 2 agents sur lui. Mais ce fut la vidéo de la salle de rétention qui fit taire les enquêteurs. 2h14. Carter assis immobile, le poignet menotté à la table, le sang séchant sur son visage. Personne n'entrait. Ni eau, ni médecin, ni téléphone. Juste le silence et une caméra clignotante, elle dans un coin, enregistrant un homme que le système avait décidé de traiter comme s'il ne comptait pas. Un enquêteur des affaires internes mit la vidéo en pause et regarda autour de lui. Ce n'est pas une faute professionnelle, c'est une agression et une détention illégale, et c'est filmé sous cet angle. Un autre enquêteur se renversa dans son siège. Vu qui il est et vu qui est déjà impliqué, ça part au fédéral demain matin. C'était déjà parti. 2 jours après l'incident, un briefing sécurisé se tint à l'intérieur du Pentagone. La salle était petite, sans fenêtre, réservée à des responsables du bureau du secrétaire à la Défense, du bureau du conseiller juridique général du département de la Défense et du service juridique du Naval Special Warfare Command. À l'écran, au fond de la pièce, était affichée une seule image fixe tirée de la bodycam de Branigan. On y voyait le visage de Carter écrasé contre le sol du terminal, les lèvres fendues, du sang sur le tissu blanc. Le genou de Branigan était planté entre ses omoplates. Les rubans sur la poitrine de Carter, dont la Purple Heart et la Bronze Star with Valor, étaient tôt partiellement visibles sous le poids de l'agent. La salle resta silencieuse plusieurs secondes. Un haut responsable de la défense parla le premier. « Qui est l'officier commandant de cet homme ?» Un collaborateur répondit « Le capitaine Edward Null, Naval Special Warfare Group 4. Il a été briefé. Il demande que le département prenne des mesures formelles au nom de son opérateur. » Le responsable hocha la tête. « Et les agents ?» « 2, monsieur. Le sergent Kyle Brangan, 18 ans de service, 31 plaintes antérieures, toutes classées. Son partenaire, l'agent Ryan Sutter, 3 ans de service, aucune initiative indépendante pendant l'incident. » Le responsable fixa l'image. Cet homme a servi dans des opérations qui ne porteront jamais son nom. Il a saigné dans des lieux que ce pays n'admettra jamais publiquement. Et 2 hommes portant un badge l'ont traité comme s'il était moins qu'humain dans un aéroport public parce qu'il était français. Il y aura une réponse. Plus tard dans la journée, le département de la Défense publia un communiqué officiel. Et il disait notamment « Le département de la Défense considère le traitement infligé au Senior Chief Darnell Carter comme une grave violation de ses droits civiques et un affront à chaque homme et chaque femme qui porte l'uniforme des forces armées des États-Unis. Nous coopérons pleinement avec les enquêteurs fédéraux et attendons une responsabilité totale à tous les niveaux. » À huis clos, les mots étaient encore plus lourds. Un officier du JAG se tint devant une salle d'avocats du Pentagone et déclara « Si cela s'était produit à l'étranger sur un ressortissant étranger détenu par nous, nous parlerions de violation des conventions de Genève.
Cela s'est produit ici, sur le sol américain, à l'un des nôtres, pendant qu'il portait l'uniforme qu'il a mérité. Il n'existe aucun scénario dans lequel quelqu'un s'en sort proprement. Les enquêteurs fédéraux arrivèrent à Charlotte 3 jours après le briefing du Pentagone. Des agents du NCIS et une équipe de la Division des droits civiques du département de la justice s'installèrent dans une salle de conférence du siège de la police aéroportuaire et commencèrent à tout récupérer. Chaque plainte jamais déposée contre Branigan. Chaque rapport d'incident à son nom. Chaque vidéo bodycam qui lui était associée. Chaque examen interne l'ayant blanchi. Et chaque email de superviseur mentionnant sa conduite. Ce qu'ils trouvèrent n'était pas une mauvaise journée. C'était un système. 31 plaintes en 14 ans. Chacune impliquait un voyageur français ou un voyageur issu d'une minorité. Le schéma était toujours identique. Contrôle sans fondement légal, langage agressif, intimidation physique, puis un rapport rédigé après coup avec des formulations conçues pour justifier ce qui avait déjà eu lieu. À résister aux injonctions verbales. Attitude hostile correspondait à une description. Les mêmes phrases, recyclées encore et encore, toujours acceptées, jamais remises en question. Des images bodycam de 14 incidents antérieurs existaient toujours dans les archives. Les enquêteurs les visionnèrent toutes. Dans 6 d'entre elles, on entendait Branigan employer un langage que les procureurs fédéraux qualifieraient plus tard de discriminatoire et motivé par l'origine. Dans l'une, il dit à un homme d'affaires français en costume « Vous autres, vous avez toujours une histoire à raconter. » Dans une autre, il saisit un jeune aviateur français par le col et le plaqua contre un mur parce qu'il avançait trop lentement dans un couloir de sécurité. L'aviateur avait porté plainte. Elle fut classée en 11 jours. Les emails internes rendaient la situation encore pire. Là, le chef d'Urban avait été mis personnellement en copie d'au moins 9 plaintes au cours des 6 dernières années. Dans chaque cas, il avait validé le classement sans demander d'examen supplémentaire. Une lieutenante nommée Grace Halpern avait rédigé un mémo formel 2 ans auparavant, avertissant que Branigan était « une bombe à retardement en matière de responsabilité » et recommandant sa réaffectation à un poste sans contact avec le public. Le mémo avait bien été reçu par le bureau de Durban, et aucune mesure n'avait été prise. 3 anciens officiers donnèrent volontairement des déclarations aux enquêteurs fédéraux. Lundi, tout le monde dans cette force savait ce qu'était Branigan. On l'a vu faire. On a signalé ce qu'on pouvait. Rien n'a jamais changé. Un autre dit « Si vous étiez français et que vous passiez dans son terminal, ce n'était qu'une question de temps. » Une troisième, une femme qui avait demandé sa mutation après 7 mois, j'ai dit simplement « Je suis partie parce que je ne pouvais plus me tenir à côté de lui et me considérer comme une bonne policière. » Les lettres de licenciement furent émises dans les 6 semaines suivant l'incident. Le sergent Kyle Brangan fut renvoyé pour faute grave, usage excessif de la force, discrimination ciblée, détention illégale, refus de soins médicaux à une personne détenue et falsification de son rapport officiel concernant l'interpellation du Senior Chief Carter. Que sa certification d'agent des forces de l'ordre fut révoquée à vie par le Conseil de certification de l'État à l'issue d'une procédure d'urgence. Il lui fut interdit d'exercer tout rôle policier dans l'État de Caroline du Nord. L'agent Ryan Sutter fut licencié pour défaut d'intervention lors d'un usage de la force illégale, défaut d'assistance à une personne blessée en détention et complicité dans une détention illégale. Sa certification fut suspendue pour une durée indéterminée. Sa carrière dans les forces de l'ordre était terminée avant même ses 29 ans. Le chef Ronald Durban n'attendit pas la fin de l'enquête fédérale. Il démissionna 4 jours après que les enquêteurs eurent présenté la preuve qu'il avait personnellement étouffé au moins 9 plaintes contre Branigan sur une période de 6 ans. Sa lettre de démission invoquait des raisons personnelles. Personne ne le crut. La lieutenante Grace Halpern, l'officier qui avait écrit 2 ans plus tôt le mémo ignoré sur Branigan, fut discrètement promu capitaine. 2 superviseurs ayant validé des classements de plaintes furent rétrogradés et réaffectés à des fonctions administratives sans contact avec le public. Un 3e prit sa retraite avant d'atteindre la phase disciplinaire. Le département de police aéroportuaire de Charlotte-Mecklenburg entra sous décret fédéral de consentement,
la forme la plus sévère de supervision fédérale possible. Selon ces termes, un contrôleur indépendant superviserait tous les incidents d'usage de la force, toutes les enquêtes sur plainte, toutes les pratiques de recrutement et toute la formation liée au biais pendant un minimum de 5 ans. Chaque vidéo bodycam de chaque interaction serait soumise à un audit aléatoire. Chaque plainte serait examinée par un conseil externe avant de pouvoir être classée. Le département qui avait passé 14 ans à enterrer le dossier de Kyle Brangan devait désormais répondre de chaque fichier qu'il avait scellé. Et l'homme qui avait porté le badge le plus longtemps sans conséquence était désormais la raison pour laquelle aucun d'entre eux ne pouvait plus opérer sans surveillance fédérale. La division des droits civiques du département de la justice déposa des charges fédérales 8 semaines après l'incident. Et Brangan fut inculpé pour agression sous couleur de l'autorité, privation de droits civiques, emprisonnement illégal et faux rapport. Sutter fut inculpé pour complot visant à priver une personne de ses droits civiques et défaut d'intervention. Les deux furent arrêtés à leur domicile un mardi matin. Brangan ne dit rien lorsqu'on lui passa les menottes. Sutter pleura. Le procès dura 2 semaines. Le premier jour, les procureurs diffusèrent la vidéo bodycam de Branigan du début à la fin. La salle d'audience regarda Carter marcher dans le terminal. Regarda Brangan se placer devant lui. Regarda le contrôle, le ton, la torsion, la projection. Regarda le sang apparaître sur le tissu blanc. Regarda Carter dire à travers ses dents « Je ne résiste pas ». Quand la vidéo de la salle de rétention fut diffusée, 2 jurés détournèrent Talk les yeux. 2h114. Un homme menotté à une table, le sang séchant sur son visage. Ni eau, ni médecin. Juste le silence et une caméra clignotante. Carter témoigna au 4e jour. Calme, précis, avec la même maîtrise qu'il avait montrée sur le sol du terminal. Il dit « Je n'ai pas résisté. Je me suis identifié. J'ai présenté mes documents. J'ai été agressé parce que je suis français. » La défense de Branigan soutint que la stature de Carter était intimidante et que son ton avait été conflictuel. Un 7 angles de caméra et l'audio de chaque enregistrement détruisirent ces arguments en quelques minutes. Le jury délibéra 4 heures. Coupable sur tous les chefs. Les deux. Le juge regarda Branigan longuement avant de parler. Vous n'avez ni protégé ni servi. Vous avez attaqué et humilié. Et vous l'avez fait à un homme qui a donné davantage à ce pays que vous ne le comprendrez jamais. Brangan fut condamné à 6 ans. Sutter à 2 ans. Aucun des deux ne présenta d'excuses. Aucun des deux ne manifesta de remords. À l'extérieur du tribunal, Carter se tenait sur les marches, en uniforme blanc de cérémonie. Il ne parla pas à la presse. Les images avaient déjà tout dit. Carter déposa son recours fédéral en droit civique 3 jours après le verdict. La plainte visait Brangan, Sutter, l'ancien chef d'Urban, le département de police aéroportuaire, l'autorité aéroportuaire et la ville de Charlotte. Agression, détention illégale, refus de soins médicaux, des profilages discriminatoires, séquestration, dissimulation institutionnelle sur 14 ans. Son avocate, Adrienne Locke, ancienne procureure fédérale forte de 15 ans de contentieux en droit civique, examina les preuves et dit à Carter « C'est le dossier le plus clair que j'ai jamais vu, et le plus accablant. » La phase de Discovery confirma ce que les enquêteurs avaient déjà trouvé. Des emails montraient Durban classant des plaintes avec des réponses d'une seule ligne. Et dans un échange entre un lieutenant et Durban, on pouvait lire « Encore une plainte contre Branigan venant d'un passager français. Même schéma. On signale ou on classe. » La réponse de Durban tenait en 2 mots. Classé. 11 victimes antérieures se présentèrent et firent des déclarations presque identiques à celles de Carter. Les contrôles, le langage, l'agressivité, les rapports qui déformaient tôt les faits pour permettre au département de les enterrer. Ça, les avocats de la ville essayèrent de régler l'affaire rapidement. Locke rejeta la première offre sans même faire de contre-proposition. Vous n'achetez pas le silence. Vous répondez de 14 ans d'échec. L'affaire fut réglée 6 semaines avant le procès civil pour 20 millions de dollars, l'un des plus importants règlements individuels pour violation de droits civiques de l'histoire de la Caroline du Nord. Les termes allaient au-delà de l'argent.
Excuses publiques officielles inscrites au procès-verbal du conseil municipal, refonte complète des politiques d'usage de la force et d'examen des plaintes, et création d'un fonds de bourse nommé Carter Justice Fellowship pour des étudiants issus des minorités souhaitant poursuivre des études de justice pénale. Locke se tint aux côtés de Carter lors de l'annonce du règlement. Elle dit seulement « Le système n'a pas fonctionné pendant 14 ans. Et qu'il a fonctionné aujourd'hui parce qu'un homme a refusé d'être effacé et parce que les preuves étaient impossibles à détruire. » Quelques semaines plus tard, le senior chief Darnell Carter traversa un autre aéroport. Même uniforme blanc, même ruban, même posture. Il portait sa housse à vêtements sur une épaule et ses ordres sous le bras, comme il l'avait toujours fait. Personne ne l'arrêta. Personne ne remit en question sa place. Il embarqua dans son avion et s'assit près du hublot et regarda la piste s'éloigner sous lui. À Charlotte, le département qui avait protégé Kyle Branigan pendant 18 ans apprenait désormais à fonctionner sous supervision fédérale. Chaque rapport d'usage de la force était examiné par un contrôleur indépendant. Chaque plainte était suivie par un conseil externe. Chaque vidéo bodycam pouvait être auditée au hasard. Les agents encore en place comprenaient que les règles avaient changé. Non pas parce que le département avait choisi de s'améliorer, mais parce qu'un juge fédéral l'avait ordonné. Brangan était assis dans une cellule fédérale. Son badge avait disparu. Sa certification avait été révoquée. Son nom ne renvoyait plus, dans les moteurs de recherche, qu'à des articles sur ce qu'il avait fait sur le sol d'un terminal à un homme qui n'avait jamais élevé la voix. Sutter purgea sa peine dans un autre établissement. Il ne fit jamais de déclaration publique. Il n'expliqua jamais pourquoi il avait posé son genou sur le dos d'un homme obéissant sans qu'on le lui demande. Le silence qui avait défini son partenariat avec Brangan le suivit jusqu'aux portes de la prison. Un bulletin de formation fut distribué à tous les agents du département de police aéroportuaire de Charlotte-Mecklenburg le mois suivant les condamnations. Il montrait une seule image fixe tirée de la bodycam de Branigan. Le visage de Carter écrasé contre le carrelage, teinte du sang sur le tissu blanc, un genou entre les omoplates. Sous l'image, une seule ligne. Voilà à quoi ressemble l'échec. Aucun nom n'était imprimé. Il n'en avait pas besoin. Les carrières étaient déjà détruites. Les numéros de badge étaient déjà retirés. Et l'homme en uniforme blanc servait toujours son pays. Non pas parce que le système l'avait protégé, mais parce qu'il avait survécu assez longtemps pour obliger le système à répondre.